Monsieur Lacenaire, chansonnier, poète et assassin de Pierre Bouchardon. À la fin de l'année 1834, un double assassinat fut commis en plein jour, avec autant de férocité que d'audace, dans un quartier populeux de Paris, au 271 de la rue Saint-Martin, passage du Cheval Rouge. Vivait avec son fils Jean-François, une veuve Chardon, sexagénaire et malade. Dolent, Benoît personnage, tout confit en dévotion. Chardon vendait des emblèmes religieux en verre filé. Il s'intitulait humblement Frère de la Charité de Sainte-Camille et faisait rédiger par un écrivain public d'obséquieuses pétitions qu'il envoyait à la reine des Français. C'était en réalité un individu équivoque, qui venait de subir 2 ans de prison à la maison centrale de Poissy. Le lendemain du jour où M. Thiers fut reçu à l'Académie française, le 14 décembre, 2 individus étaient venus demander Chardon vers 1 heure de l'après-midi. La portière les laissa monter, sans prêter attention à leur tournure. Ils redescendirent d'ailleurs peu de temps après. Elle remarqua alors que l'un d'eux se dandinait dans un manteau couleur bronze, à collet de velours, qu'il ne portait pas à son arrivée. La journée s'acheva sans que parût le marchand d'objets de piété, puis celle du 15. On s'inquiéta. Averti le 16 par les voisins, le commissaire de police se fit ouvrir le logement de Chardon. Dans la pièce d'entrée servant de cuisine, il trébucha sur le cadavre du fils, littéralement lardé de coups de tire-poing. Dans la seconde chambre, la mère, qui depuis longtemps ne quittait plus son lit, avait subi un traitement plus barbare encore. Avec le tire-poing, on l'avait frappé au visage, aux yeux, au nez. Puis on avait rabattu sur elle, afin de l'étouffer. Matelas et couvertures. Son agonie d'emmurée vivante avait été longue. Les médecins légistes l'évaluèrent à 10 d'heures. Un voisin avait du reste entendu pendant toute la soirée, comme des gémissements. Mais il les avait attribués au gindre du boulanger du passage. Une grande armoire avait été fracturée et mise au pillage. Toutefois, le butin n'avait pas dû répondre aux espérances des malfaiteurs. Pas plus les expédients du faux dévot, que les quelques secours dispensés à sa mère par les bureaux de bienfaisance n'avaient apporté la richesse ou même l'aisance dans le misérable logis du passage du Cheval Rouge. C'était le crime crapuleux, dans toute l'abjection du terme. Aussitôt les limiers de M. Allard, chef de la sûreté de la ville de Paris, se mirent en campagne et ils explorèrent les Bouges, où se réunissait la Basse-Pègre. Ils chassaient encore quand le 31 décembre, un nouvel attentat vint émouvoir Paris, sans que de prime abord il parût avoir un lien quelconque avec la tuerie de la rue Saint-Martin. Cette fois, un cerveau avait agi et composé tous les actes du drame. Mettre en circulation un effet faux, louer une chambre sous un nom supposé, y attirer un garçon de recette, le supprimer et s'emparer de sa sacoche. Tel avait été le scénario. Il a servi depuis bien des fois, mais il eut à l'époque l'imprévu de la nouveauté. Le 15 décembre, quelqu'un, se disant étudiant en droit, s'était présenté 66 rue Montorgueil et avait demandé à louer au 4e, un logement composé de 2 pièces et d'un cabinet noir. Jeune d'allure, élégamment boutonné dans une redingote bleue, à la propriétaire,
des boucles de cheveux noirs, dépassant les ailes de son chapeau, la lèvre railleuse ornée d'une petite moustache à la mode. Il parlait un langage châtié. Il fallut toute l'aisance de ses manières pour atténuer la fâcheuse impression produite par l'arrivée de son mobilier. Une table, 2 chaises et une paillasse, qu'un commissionnaire traînait dans une voiture à bras. La location fut consentie. Le pseudo-étudiant paya un terme d'avance et inscrivit à la craie son nom, Maossier, sur la porte du logement. On ne le revit que dans la matinée du 31 décembre. Ce jour-là, il revint accompagné d'un homme de tournure vulgaire, la trogne encadrée dans d'énormes favoris rouges. Toujours fringant, Maossier avait une badine à la main, et sous le bras un livre qu'il portait avec ostentation. Tous les deux s'engagèrent dans l'escalier. Vers 2 heures, Maossier redescendit seul, et du pas de la porte explora la rue. Comme la maison n'avait pas de concierge, il s'adressa au principal locataire, lui dit qu'il attendait un garçon de recette, et le pria poliment de le lui envoyer dès qu'il arriverait. Avant de s'éloigner, il alluma sa pipe, et ouvrit son livre dont il ne s'était pas séparé, tirant quelques bouffées de la première, et lisant quelques pages du second. Le principal locataire eut la curiosité d'en regarder le titre. C'était le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. L'étudiant était remonté chez lui depuis environ 5 minutes, quand un garçon de recette de la banque Malais, faubourg Poissonnière, Louis Genevet, se présenta pour toucher une traite de 875 francs 90, tirée par la maison Deloche et Picard de Lyon, sur Maossier, négociant. Il portait 1200 francs en écus dans sa sacoche, et 12 000 francs en billets de banque dans son portefeuille. On lui indiqua l'étage. Ce fut l'homme rouge qui lui ouvrit la porte. La scène fut aussi tragique que rapide. Genevet aperçut sur une table du papier, un porte-plume, de l'encre, et la panse d'un sac à argent. Mais à peine avait-il tiré l'effet de sa sacoche, qu'il se sentit frappé par derrière comme d'un coup de poing. C'était Maossier qui venait de lui enfoncer dans l'épaule un tire-poing, avec une telle violence que la pointe avait atteint le poumon. En même temps, le second malfaiteur essayait de le prendre à la gorge, réussissant seulement à lui enfoncer 2 doigts dans la bouche. D'un coup de coude, Genevet se dégagea et cria « À l'assassin !» aussi fort qu'il put. La maison était sonore. Des portes s'ouvrirent. Des voisins commencèrent à se montrer. Les 2 bandits jugèrent urgent de déguerpir. Et ce fut dans l'escalier une fuite éperdue. Genevet, qui perdait son sang en abondance, s'affaissa sur le palier du 2e étage. Le gaillard au favori, qui était en tête, ferma brutalement la porte de la rue, au nez de son complice, l'emprisonnant ainsi comme dans une souricière. Mais Maossier eut à la seconde même, où il allait être appréhendé, la présence d'esprit de découvrir la ficelle qui retenait Le Pen. Une fois dehors, il se mit à courir et cria à plein poumon. « Arrêtez-le! À l'assassin !» Les gens le laissèrent passer. Et même un respectable bourgeois le remit sur la bonne route. « Vous vous trompez de côté, monsieur. C'est par là que le malfaiteur a pris. » Ce dont le lecteur de Jean-Jacques le remercia fort. Genevet survécut à sa terrible blessure. Est-il besoin d'ajouter que la traite était fictive, et qu'il n'existait à Paris aucun négociant du nom de Maossier?
L'enquête s'égarait, quand une fois de plus le hasard vint au secours de la police. Le 20 décembre, on avait arrêté pour avoir favorisé la fuite d'une fille galante. Un certain Avril, se disant garçon couvreur. Le 10 janvier 1835, ce fut le tour d'un ancien soldat colonial, nommé François, sous l'inculpation de vol. Or, Avril avait été à la maison centrale de Poissy, le camarade d'atelier de Chardon. En second lieu, les deux prisonniers parlèrent trop haut. Les murs ont des oreilles. Et M. Allard, en chef de la sûreté, auquel rien n'échappe, se transporta à la force pour questionner François et Avril. Comme de juste les bons apôtres se prétendirent innocents. Mais Avril finit par reconnaître que sans son arrestation, il devait participer à l'attentat contre le garçon de recette. Et François, qu'un coup de rasoir opportun avait rajeuni de 10 ans, rapporta des confidences qu'il avait reçues, affirma-t-il, de la bouche même de l'assassin de Chardon. Qui donc alors avait commis tous ces crimes? François et Avril le désignèrent d'une seule voix. C'était Monsieur Lacenaire. Mais ce nom ne sortit de leurs lèvres qu'avec l'accent d'un respect quasi superstitieux. Monsieur Allard, sans s'occuper davantage des complices, courut au plus pressé. Ne fallait-il pas du reste donner au favori rouge de François le temps de repousser pour que les témoins puissent le reconnaître? Il chercha Monsieur Lacenaire et le découvrit à Beaune, ou sous le nom de Jacob Lévy. Il s'était fait arrêter pour faux, le 2 février 1835. Circonstance capitale. Les pièces fabriquées se trouvaient présenter une frappante analogie avec la fausse traite de 875 francs 90, et même avec le mot Maossier tracé à la craie, sur la porte du logement de la rue Montorgueil. Cette fois on tenait l'assassin. Mieux, la suite de l'enquête allait camper en pleine lumière un bien curieux type d'intellectuel, ayant fait sa société des bons auteurs et des pires escarpes, et conduit par sa vaniteuse oisiveté à des crimes atroces. Lacenaire fut ramené de la Côte d'Or sans le moindre égard. Quand il eut été écroué à la force, les pouces encore meurtris des fers, qui n'avaient cessé de les enserrer durant le long voyage, il poussa ce cri de soulagement. « Il me tardait d'être arrivé. C'est ici que je veux mourir, je ne le cache pas. Pour rien au monde je n'aurais consenti à avoir affaire à un bourreau de province. Cher Paris, chère barrière Saint-Jacques. » Le chef de la sûreté l'attendait avec impatience, et le dialogue suivant s'engagea entre eux. « Je vous trouve enfin, monsieur le voyageur. Si je suis bien informé, votre affaire est concluante. Vos camarades ont parlé du reste. »« Ah, ils me dénoncent, mes complices. Eh bien, nous allons rire. Je n'ai jamais attaqué le premier, ni vendu personne, qu'on ne m'y ait provoqué. Mais je suis impitoyable au mouchard. Comme vous y allez, pour le moment, il n'est encore question que de faux. Que me chantez-vous là, mon cher monsieur Allard? Et pourquoi rusez-vous avec moi? Il s'agit bien de telle vétille. Le fort emporte le faible. Tenez, j'ai confiance en votre loyauté. Accordez-moi une faveur et je vous dis tout. Si je puis faire pour vous quelque chose de compatible avec mes devoirs sentants, je le ferai. On m'a fait revenir de Dijon avec les fers aux pieds et les poucettes. Ici, on me tient encore enchaîné. Je couche sur un grabat infecté de vermine. Cela me désoblige, parole d'honneur.
Si je suis un assassin, je ne suis pas un mauvais prisonnier. Obtenez qu'on me traite de façon moins ignominieuse. Et je vous promets un récit qui vous fera frissonner. Vous qui n'avez pas l'émotion facile. Accordez. Et Lacenaire parla. De ses aveux, voici seulement l'essentiel. Aussi bien l'intérêt de cette cause célèbre est-il moins dans le crime même que dans la psychologie du criminel. À Poissy, Lacenaire avait connu Chardon et Avril. Assisté du second, il s'en fut égorgé les gens du passage du Cheval Rouge, parce qu'il les soupçonnait d'avoir dans quelque cachette un bas de laine. Ce fut lui qui mania le tire-point, on sait avec quelle férocité, fractura l'armoire, y déroba 500 francs et quelques couverts, puis se para du manteau à collet de velours. Quant à Avril, voyant que Chardon respirait encore, il décrocha un merlin suspendu derrière la porte, et avec cet instrument lui porta le coup de grâce. Détail macabre. Au moment où les assassins quittaient les lieux, un tapis de pied mal placé les empêcha de pousser la porte à fond. Ils pestaient contre l'obstacle quand 2 personnes vinrent demander Chardon. « Il est sorti !» répondit Lacenaire, avec le plus beau sang-froid. Si les visiteurs avaient avancé d'1 centimètre seulement, ils auraient aperçu le cadavre. Du passage du Cheval Rouge, les camarades d'affaires. Ainsi se désignaient-ils entre eux depuis la maison centrale. Se rendirent boulevard du Temple à l'estaminet de l'épicier, bouge célèbre dans les annales du crime. Ensuite ils changèrent de trottoir. Ils s'en furent au bain turc, où ils lavèrent les gouttes de sang qui avaient giclé sur leurs habits, et même sur leurs mains. Cette précaution prise, ils dînèrent. Puis ils allaient rire de tout leur cœur. Le mot est de Lacenaire. Aux variétés où le nez légendaire d'Audry faisait merveille dans le rôle de Bilboquet, des saltimbanques. On ne pouvait mieux finir une journée si fertile en fatigues et en émotions. Les 500 francs servirent à meubler le petit logement de la rue Montorgueil. Et Lacenaire avait déjà organisé le guet-apens, quand l'arrestation d'Avril vint déranger ses combinaisons. Le temps pressait. Il chercha un remplaçant. Un figurant de l'opéra-comique nommé Bâton lui désigna un homme à tout faire. François, le propriétaire des Favoris rouges. On sait le reste. Qu'était-ce donc que M. Lacenaire, ainsi que l'avaient nommé François et Avril, sans se départir à son égard, bien que le dénonçant d'une craintive vénération. Pierre-François Lacenaire était né en 1800, dans le département du Rhône, à Francheville. Son père, après avoir réalisé à Lyon une petite fortune dans le commerce des fers en gros, s'était marié sur le tard. Puis, voulant amasser davantage, il s'était laissé reprendre par la fièvre des affaires. Mais cette fois, la chance lui faussa compagnie, et il perdit presque tout. Son fils n'en reçut pas moins une instruction complète. D'abord au collège de Saint-Chamond à 12 lieues de la grande ville, puis au séminaire d'Alix, enfin au collège de Lyon. La veille de sa première communion, il réussit à se glisser au théâtre, où Talma jouait Manlius. Son enthousiasme fut tel qu'il osa se présenter à la loge du grand tragédien. Mais d'autres admirateurs d'âge plus mûr ne le laissèrent pas approcher. Il lui écrivit alors en cachette, le suppliant de l'attacher à sa personne et de l'emmener à Paris pour lui apprendre son art.
Talma recevait des épîtres de ce genre à la douzaine. Il ne répondit pas. Ne pouvant jouer les classiques, l'écolier se contenta de les apprendre. Il devint excellent latiniste, traduisant Horace à livre ouvert, et il donna à l'un de ses régents de telles satisfactions que celui-ci, monsieur Refait de Lusignan, lui demeura fidèle et prit même sa défense, quand vinrent les jours tragiques. Le barreau l'attirait, surtout Paris, mais il fallait commencer par étudier le droit, et son père avait bien d'autres chats à fouetter que de lui servir une pension. Lacenaire essaya donc de divers emplois. On le vit tour à tour clerc d'avoué, clerc de notaire, employé de banque, soldat même, car sous l'uniforme des voltigeurs, il prit part à l'expédition de Morée. Déserteur en 1829, il chercha de nouveau sa voie, et ne la trouva pas davantage. Au fond, il voulait parvenir sans stage et sans effort. Élégant, délicat, plus cérébral que sensuel, amoral plutôt que buveur ou libertin, esprit caustique et original, éclectique en littérature, tournant bien l'épigramme, rimant joliment la chanson, poète même à ses heures. Il prit ses facilités pour des facultés, et s'étonna de ne pas réussir du premier coup. De sa déception, il rendit responsable la société, et lui déclara la guerre. Afin de se procurer de l'argent, il imagina de voler un cabriolet de remise et un cheval. On le condamna pour ce méfait à 1 an de prison. À Sainte-Pélagie, sa nature d'insurgé s'accommoda bien du milieu. Il n'était pas des leurs, mais pour cette raison peut-être. Il sut en imposer à ses compagnons par sa faconde, ses grands airs et son impertinence. Il se tailla ainsi un succès facile et bas. Mais ce fut tout de même un succès. Rendu à la liberté, ce fut pour récidiver. Poursuivi à nouveau, le 18 juillet 1833, pour recel de couvert d'argent. Il s'entendit condamné par la 6e chambre à 13 mois de prison. C'était l'envoi obligatoire dans une maison centrale. Mais avant son départ pour Poissy, Lacenaire avait connu à la force M. Vigouroux, caissier du journal Le Bon Sens. À cette époque, on enfermait pêle-mêle dans les maisons de détention, sans égard aux déplaisants contacts, prisonniers politiques et malfaiteurs de droit commun. M. Vigouroux lia conversation avec le voleur poète, goûta fort son esprit frondeur, compatit à ses prétendus déboires, et, une fois rentré dans la vie parisienne, correspondit avec lui. Lacenaire lui envoya un article sur le système pénitentiaire en France, et surtout tout un lot de chansons, les unes dans la note plaintive, les autres dans la note violemment satirique. Plusieurs bien rythmées et pleines de malice. Celle-ci entre autres, qui sent son Béranger d'une lieue. Pétition d'un voleur à un roi son voisin. Sire de grâce, écoutez-moi. Je viens de sortir des galères. Je suis voleur, vous êtes roi. Agissons ensemble en bons frères. Les gens de bien me font horreur. J'ai le cœur dur et l'âme vile. Je suis sans pitié, sans honneur. Ah, faites-moi sergent de ville. Bon, je me vois déjà sergent. C'est une maigre récompense. L'appétit vient en mangeant. Allons, sire, un peu d'indulgence. Je suis hargneux comme un roquet. D'un vieux singe j'ai la malice. En France,
je vaudrais Gisquet. Faites-moi préfet de police. Je suis, j'espère, un bon préfet. Toute prison est trop petite. Ce métier pourtant n'est pas fait, je le sens bien, pour mon mérite. Je sais dévorer un budget. Je sais embrouiller un registre. Je signerai votre sujet. Ah, sire, faites-moi ministre. Sire, oserais-je réclamer? Mais écoutez-moi sans colère. Le vœu que je vais exprimer pourrait bien, ma foi, vous déplaire. Je suis fourbe, avare, méchant, ladre, impitoyable, rapace. J'ai fait se pendre mon parent. Sire, cédez-moi votre place. Celle-ci encore, tout à l'antipode, sur l'air de la bonne vieille de Béranger. Elle avait pour titre La Sylphide, et semblerait bien démodée aujourd'hui. Lacenaire s'y donnait l'allure maladive, inconsolable et fatale de certains poètes de 1830, de ceux qui finissaient comme Escousse par allumer un réchaud. Être divin, beauté touchante et pure, que je rêvais dès mes plus jeunes ans, qui que tu sois, esprit ou créature, prête l'oreille à mes derniers accents. Sur les récits d'une mer agitée, tu m'as guidé, phare mystérieux. Je vois le port, et mon âme enchantée ira bientôt te retrouver aux cieux. Je te rêvais au printemps de ma vie, le front paré de riantes couleurs. Pauvre et souffrant dans ma longue insomnie, je te rêvais plus belle dans les pleurs. Mais de la mort j'entends la voix sévère, elle a brisé le prisme gracieux. Je n'ai plus rien qui m'attache à la terre. Vierge immortelle, attends-moi dans les cieux. Quand au lendemain des crimes du passage du Cheval Rouge et de la rue Montorgueil, on apprit que l'auteur ne maniait pas seulement le tire-point, mais encore la plume. Ce fut une révélation. Les journaux et les salons le sacrèrent poète. L'engouement fut quasi général. Plusieurs mois avant son procès, le chansonnier assassin occupa la grande vedette. Il fut, comme nous dirions en 1926, l'homme du jour. Tous ses mots furent colportés. Et il était assez riche pour qu'on ne lui en prêtât pas. Ces révélations lui avaient valu quelque douceur. Il tint cénacle à l'infirmerie de la Force. Là le visitèrent des hommes de lettres, des avocats, des médecins, des artistes, des gens du monde. Lacenaire respirait cet encens avec délice. Et quand sa petite cour était au complet, il traitait tous les sujets avec autant de compétence que les professionnels, avec autant de liberté d'esprit que si un autre avait été promis à l'échafaud. Littérature, morale, philosophie, politique, religion, il y avait là pour lui ample matière à briller. Il s'analysait lui-même. « Je ne suis pas cruel, disait-il, mais les moyens devaient être en harmonie avec le but. Assassin par système, il fallait me dépouiller de toute sensibilité. L'idée de la mort ne m'effraie nullement. Mourir aujourd'hui ou demain, d'un coup de sang ou d'un coup de hache, qu'importe. J'ai 35 ans, mais j'ai vécu plus d'une vie. Et quand je vois des vieillards se traîner et s'éteindre dans une lente et douloureuse agonie, je me dis qu'il vaut mieux mourir d'un coup et avec l'exercice de mes facultés. Eussé-je le poison le plus actif, je ne me suiciderais pas. D'ailleurs, la guillotine n'est-elle pas de tous les poisons le plus subtil? Mais j'ai une autre raison. Criminel, j'ai fait un contrat avec l'échafaud.
Ma vie appartient désormais à la loi. J'ai au surplus une puissance telle sur mon imagination que je me crée un monde à moi. Si je le veux, je ne penserai à la mort que devant elle. Dans ma lointaine enfance, à Lyon, j'ai traversé avec mon père un matin d'exécution, la place des terreaux, et j'ai vu la mécanique. Dès ce moment, un lien invisible existe entre elle et moi. J'ai fini par m'habituer tellement à cette idée que je n'ai jamais envisagé un autre genre de mort. Que 2 fois ai-je été guillotiné en rêve. Aussi, vous le voyez, messieurs, le supplice n'aura même pas pour moi le charme de la nouveauté. Il dit, et remplissant son verre du vin épais de la prison, il porta la santé de ses auditeurs. Nata mecum consule manlio. Il ne parlait guère de ses crimes, que pour en faire ressortir l'habileté du plan et la perfection des détails. Quelqu'un lui dit un jour, « Avouez cependant que l'assassinat du garçon de recette ne pouvait pas aboutir. Le cadavre abandonné sur le lieu du crime aurait mis sur vos traces. »« Halte là !» interrompit-il. « Je ne suis pas un niais. Ce cadavre, je l'aurais fait disparaître. Cela rentre dans ma manière. Oui, mais on repêche les noyés et on déterre les morts. » Lacenaire haussa les épaules et éclata d'un rire sardonique. « Si au lieu de s'enfuir comme un lâche, expliqua-t-il, François eût tenu la porte, j'allais jusqu'au bout. Ensuite, j'emballais mon homme proprement dans un panier d'osier, et je le faisais conduire à Bercy. Là, je louais un bachot sous le prétexte d'une partie de plaisir. Je descendais la Seine. Je passais tranquillement devant l'appâtage des Gabelots. À Saint-Ouen, dans une maisonnette, louée d'avance, je brûlais le cadavre. Singulier pot-au-feu, n'est-ce pas? Quant aux eaux, je les jetais en plein courant, l'un par-ci, l'autre par-là. Est-ce drôle? Et pendant ce temps, la police aurait cru que Genevet s'était fait voleur et avait pris la fuite avec sa sacoche. Ma bourse vide, j'aurais recommencé avec un second, avec un troisième garçon de recette. Enfin, jusqu'à ce qu'on me prît. Je ne pouvais plus fuir ma destinée, et ma destinée c'est l'échafaud. Parfois il ouvrait sur son passé des horizons sinistres. Un jour, racontait-il à monsieur Refait de Lusignan, je suis allé demander un secours à Scribe. Sans se faire prier, il m'a remis quelque argent. Il ne se doutera jamais du danger auquel il a échappé, le cher homme. S'il m'avait éconduit, il ne ferait plus depuis longtemps des comédies, de livrets d'opéra, ni même de vaudeville. Le 6 novembre 1835, il eut une grande joie. Le parquet poursuivait devant le jury de la Seine, sous la prévention d'offense envers la personne du roi, un éditeur connu, M. Panière, un homme de lettres, M. Altaroche, enfin un imprimeur, M. Héran. Or, au nombre des chansons incriminées, se trouvait précisément la pétition d'un voleur à un roi son voisin. M. Vigouroux avait hésité à la publier, parce que trop irrévérencieuse. Elle était allée alors se faire oublier en province. Mais, revenue par un journal de Lyon, elle avait paru à Paris, sous le couvert de quelques retouches. Disons tout de suite qu'elle valut à M. Panière 6 mois de prison. Là, ce nerf volé. Le trait était piquant.
Mais ce qui était plus original encore, c'est qu'un autre fit la prison à sa place. Pas n'est souvent de meilleure réclame qu'un procès de presse. Le prisonnier de la force n'eut garde de laisser échapper l'occasion. Il lui suffisait de remettre les choses au point et de faire rendre à Lacenaire ce qui appartenait à Lacenaire. Il prit donc sa bonne plume, et criant au voleur, adressa aux journaux qui lui ouvrirent leurs colonnes toutes grandes. Ce sonnet, où une simple initiale et une rime à trouver, ne désignait que trop clairement Monsieur Altaroche. Revendication. Je suis un voleur, un filou, un scélérat, je le confesse. Mais quand j'ai fait quelques bassesses, hélas, je n'avais pas le sou. La faim rend un homme excusable. Un pauvre de grand appétit peut bien être tenté du diable. Mais pour me voler mon esprit, êtes-vous donc si misérable? Pour dérober une filoche, on s'en va tout droit en prison. Aussi le prudent ne m'a volé qu'une chanson, sans mettre la main dans ma poche. Pour moi, se faire emprisonner, ce dévouement est admirable, et c'est avoir un trop bon cœur de remplacer le vrai coupable, et sans avoir été l'auteur, d'être l'auteur responsable. Son amour-propre d'auteur lui avait fait oublier ses crimes. La cour d'assises les lui rappela. Les débats commencèrent le 12 novembre 1835, sous la présidence du conseiller Dupuy, et se prolongèrent jusqu'au 15, à 2 heures du matin. Lacenaire y fut étourdissant de verve, de logique et d'à-propos. Les préliminaires expédiés, l'acte d'accusation annonné, un acte d'accusation si long et si fastidieux, qu'il affecta de dormir durant toute sa lecture. Il prit en main la direction du procès et le mena tambour battant. La démonstration des crimes, il la fit avec la précision d'un professeur de mathématiques, expliquant un problème au tableau noir. Il rectifia, non sans ironie, certaines erreurs matérielles du président, pulvérisa la niaise défense de ses complices, et les conduisit allègrement, ainsi que lui-même d'ailleurs, à l'échafaud. Pas une fois sa mémoire ne fut prise en faute. On discutait sur l'heure exacte de l'assassinat de la veuve Chardon. « Ce détail vous intéresse ?» interrompt Lacenaire d'un ton dégagé. « Il était 1h moins 5. J'ai en effet entendu sonner 1 heure à l'horloge de Notre-Dame-des-Champs, au moment où je fracturais la grande armoire à côté de son lit. Ce diable d'homme a toujours le dernier mot. Il s'amuse du reste autant lui-même qu'il divertit le public de marque, venu pour l'entendre. Il démonte les témoins. Il trouble les avocats. L'un d'eux, le défenseur de François, s'oublie jusqu'à appeler le président, Monsieur Dupuy. « Apprenez que je ne suis pas ici, Monsieur Dupuy, » gronde le sévère conseiller. « Je préside, et vous devriez observer davantage les convenances de votre robe. » Et Lacenaire rit aux larmes de l'incident. Son habileté désolante à rapprocher les dates et les faits, à entortiller ses complices, leur fait grincer des dents. Et exaspéré, François finit par lui crier. « Mais tu es donc devenu à présent avocat général ?» Il manquait un témoin, l'ex-figurant à l'opéra-comique Bâton. Un juré exprime le désir de l'entendre, et le président s'excuse.
alléguant l'impossibilité de découvrir le lieu de sa retraite. Alors Lacenaire. Rien de plus aisé que de vous donner satisfaction, monsieur le juré. A-t-on cherché au dépôt de la préfecture de police? Et 5 minutes après, on amène Bâton qui vient donner le coup de grâce à François. Lacenaire apparaît comme un magicien. De tous les coins de la salle, on le lorgne. Et n'étaient les foudres du président Dupuis. Beaucoup l'applaudiraient. Mais il lui reste à jouer sa grande scène. L'assassin Prado de sinistre mémoire fit au président des Assises qui lui posait la traditionnelle question. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?» Cette mordante réponse « J'ai à la refaire !» Lacenaire fut beaucoup plus courtois envers son avocat d'office, maître Brochant. « Messieurs les jurés, commença-t-il, si je n'avais à me défendre que des assassinats dont je suis accusé, je n'aurais pas pris la parole. Je m'en référerai entièrement au zèle et au talent du défenseur que la bonté de la cour m'a désigné. Ce n'est cependant pas par un sentiment d'amour-propre que je prends la parole après lui. C'est parce que je sens que j'ai à vous dire des choses incompatibles avec l'exercice des nobles fonctions qu'il vient de remplir sans l'avoir désiré, dans l'intérêt d'un criminel, avec un zèle qui mérite toute ma reconnaissance, et un talent qui, j'en suis fâché, était digne d'une meilleure cause. Et durant 1 heure, il improvisa une diatribe, où sans se ménager le moins du monde. Il démontra lumineusement la culpabilité de François et d'Avril. Il ne leur épargna aucune preuve, aucune ironie. Dénonciation intéressée, ont-ils dit. Allons donc, jamais je n'ai caché mes motifs. Ces motifs, c'est la vengeance. Ils m'ont dénoncé. Je les dénonce. Désir d'obtenir ma grâce. Et quelle grâce pourrait-on me faire? Grâce de la vie? C'est une grâce que je ne demande pas. Ah, sans doute vous m'offririez les jouissances du luxe. De l'argent, une fortune, j'accepterais. Mais la vie, ah, il y a longtemps que je n'existe plus que dans le passé. Depuis 8 mois, chaque nuit, la mort est assise à mon chevet. Ceux qui ont dit que j'accepterais une commutation se sont trompés. De grâce, vous ne pouvez m'en faire. Je ne vous en demande pas. Je n'en attends pas de vous. Lacenaire avait produit son effet. Il s'assit dans le ravissement, pendant qu'un murmure d'admiration discrète le saluait, et que plusieurs jeunes avocats ne résistaient pas à l'envie de venir féliciter ce nouveau confrère. Le verdict fut celui qu'on attendait. La cour condamna Lacenaire et Avril à la peine de mort. Seul François sauva sa tête. Dans une improvisation presque sauvage, le vieux soldat colonial avait trouvé l'éloquence du désespoir et ému les jurés. Ramené au greffe de la conciergerie, le héros de la journée parla d'Avril avec un rare dédain. Cet imbécile s'imagine que j'ai livré sa tête pour de l'argent. À ce compte, j'aurais pu lui demander combien il avait reçu pour livrer la mienne. Mais à quoi bon? Si nos 2 têtes devaient se payer d'après leur mérite et à prix égal, assurément j'aurais perdu gros, car il faut convenir que l'étoffe n'est pas la même. Après le procès, les toits de Lacenaire ne pâlit pas,
Bien au contraire. Plus que jamais, il fut l'assassin à la mode. Le snobisme, la chose a toujours existé, si le mot est récent. Lui valut des admirateurs, et surtout des admiratrices. On assiégea la porte de son cachot, on l'interviewa, et devant ce parterre d'étourdis, l'histrion parlait, tout en lissant ses cheveux avec sa main, ou en tortillant sa fine moustache. À ses moments perdus, il écrivait ses mémoires, en corrigeait les épreuves, ou bien assemblait des rimes. Il travaillait pour la postérité. Plus il approchait du dénouement, plus sa vanité demeurait en éveil. Il entendait traiter d'égal à égal avec les littérateurs et les gens du monde. Un seul manque d'égard, et il sortait toutes ses griffes. Un jour, M. Gisquet, ce préfet de police, qu'il avait gratigné dans sa chanson, lui apporta de la part d'une grande dame un billet ainsi conçu. Madame D. prit le sieur Lacenaire de lui écrire une lettre jolie, mais bien jolie, sur un sujet d'imagination. Elle fait une collection d'autographes, et serait fort aise d'y placer celui du sieur Lacenaire. La riposte fut cinglante et méritée. Monsieur Lacenaire a reçu les billets de Madame D. Il lui reste bien peu de temps pour se livrer à des sujets d'imagination. Mais comme lui aussi fait une collection d'autographes, il y placera le billet de Madame D. Monsieur Gisquet plaida en vain la cause de la belle solliciteuse. « Eh quoi, monsieur le préfet ?» interrompit Lacenaire avec hauteur. « Me prenez-vous pour l'esclave ou le bouffon des femmes du monde ? Ma condamnation vient de me purifier. Fini le Lacenaire des Bouges. Je suis redevenu monsieur Lacenaire. Que vos amis se le disent. » S'il n'eut pas les honneurs du marbre, il eut au moins ceux du plâtre. Un phrénologue, M. Doumoustier, demanda et obtint l'autorisation de mouler sa tête. L'archevêque de Paris lui-même, monseigneur de Quélan, s'intéressa au condamné. Il tremblait que son matérialisme et son orgueil ne lui soufflassent quelque manifestation scandaleuse au pied de l'échafaud. Pour le catéchiser, il lui dépêcha un des meilleurs prêtres du diocèse, l'abbé Cœur, un ancien soldat, dont la fougueuse éloquence était capable d'entraîner les hommes sur le champ de bataille. Grave erreur de psychologie. À un railleur tel que Lacenaire, il eût fallu un logicien, voire même un casuiste. Le prisonnier reçut l'abbé Cœur avec une extrême politesse. Il le pria de s'asseoir et lui donna la parole. Le vieux prêtre entra aussitôt dans le vif de son sujet. Il exalta la religion catholique, cette religion acceptée par les plus grands esprits, les Descartes, les Pascal, les Bossuet, les Massillon. Lacenaire tenait son effet. « Brisons-la !» s'écria-t-il d'une voix hypocritement courroucée. « Je vous demande de me convaincre. Et que m'apportez-vous comme autorité en matière de croyance ? Massillon, cet intrigant qui, pour recevoir la mitre, eut le cynisme de sacrer le cardinal Dubois. On ne croit pas à Dieu lorsqu'on lui donne pour prélat un ancien laquais, plus chargé de vices que je n'ai de cheveux sur la tête. Il m'est impossible, monsieur l'abbé, de vous entendre une seconde de plus. »
et Lacenaire poussa son visiteur vers la porte, tout en ajoutant: « N'en remerciez pas moins, monseigneur, et dites-lui combien je suis touché de sa paternelle bonté à mon égard. » À cette époque, une pièce de vers courut les salons, intitulée « Insomnie d'un condamné ». Elle contenait ces strophes. « Elle est longue la nuit, quand le criminel veille. S'il s'endort, il maudit le bruit qui le réveille. Libre et non criminel, dans un songe il vivait. Que voit-il maintenant aux lueurs des étoiles? L'alcôve où l'araignée a suspendu ses toiles, et le remords à son chevet. Il a beau fermer l'œil, un bras glacé le touche. Un cadavre tout nu vient partager sa couche. Il livre son oreille à d'infernales voix. Il entend sur les quais une pesante roue. Il entend le bourreau, le gibet que l'on cloue, le chant lugubre des convois. On peut mourir raté alors que le délire dans le livre des cieux nous empêche de lire. Quand le lit est déjà le funèbre caveau, que le sang suspendu dans la veine glacée, au malade expirant ne laisse de pensée, dans le cœur ni dans le cerveau. Mais lorsqu'on va mourir dans sa jeunesse verte, à l'âge où notre vie à peine s'est ouverte, avant que son printemps ait fait place à l'hiver, et que clamare est là, le hideux cimetière, demandant notre chair tout entière, pour servir de pâture aux vers. Alors croyez-le bien, une agonie immense vous rend toute raison et chasse la démence. Avant de dire au monde un éternel adieu, l'homme veut éviter le céleste anathème et court à l'échafaud, comme au sanglant baptême qui réconcilie avec Dieu. La tenue du morceau, le souffle de repentir qui le traversait, contrastait trop avec les sarcasmes habituels de Lacenaire, pour qu'on pût sérieusement le lui attribuer. C'est ce qu'on fit cependant, mais le condamné à mort avait sa réputation d'athée à sauvegarder, et il n'aimait que ses vers. Il désavoua cette poésie dans une lettre rendue publique. Il fit mieux, pour que personne ne crût à sa conversion. Il rima une ode à la guillotine, qui ne manque pas d'une certaine allure dans l'ignoble. Salut aux guillotines, expiation sublime, dernier article de la loi, qui ravit l'homme à l'homme et le rend pur de crime. Dans le sein du néant, mon espoir et ma foi. Ah, je vous connais bien, dalles qui faites place aux quatre pieds de l'échafaud, dalles de pierre blanche, où ne reste plus trace du sang versé par le bourreau. Un tel début suffit à juger du reste de l'invocation. Les jours passaient cependant, et l'expiation était proche. Pour une fois, le roi Louis-Philippe se départit de l'habitude qu'il avait, lorsqu'il n'usait pas de son droit de grâce, d'apposer ses seules initiales sur le rapport du garde des sceaux, concluant à ce que justice fût faite. De sa grosse et ferme écriture, il écrivit son nom en toutes lettres, tant l'endurcissement du principal criminel l'avait soulevé d'horreur. Le 8 janvier à 11 heures du soir, on vint réveiller Lacenaire et Avril,
et sous une bise glaciale, on les transféra de la conciergerie à Bicêtre. C'était la dernière étape avant la barrière Saint-Jacques. M. Allard les mit en voiture, plus ému qu'eux-mêmes. « Voyons, du courage, monsieur le chef de la sûreté, » lui dit Lacenaire. « Tôt ou tard, il faut en arriver là. Faites comme moi, prenez gaiement la chose. Merci pourtant de vous mettre ainsi à ma place. » Et il riait encore de son affreuse boutade en arrivant à Bicêtre. Là, on l'enferma dans un cachot voisin de celui d'Avril. Il gelait à pierre fendre, et sa nature de sybarite fut soumise à bien dure épreuve. Autre chose est de pérorer à la cour d'assises, dans une atmosphère de curiosité admirative. Autre chose de faire des mots, après une nuit blanche, dans un cabanon de Bicêtre, quand il faut casser la glace de son pot à eau. Lacenaire demeura silencieux et grelottant. À 6 heures du matin, du chemin de ronde, on entendit dire à son complice : « Comme il gèle, la terre sera bien froide dans un instant. » À quoi Avril répondit moitié comique, moitié railleur : « Demande à être enseveli dans de la fourrure. » À 7 heures, le chansonnier assassin fut conduit au greffe, où ronflait un petit poêle, et qu'éclairaient mal 2 chandelles. Il déposa son cigare sur le couvercle du poêle, et sans qu'on l'y invitât, s'en fut s'asseoir sur le tabouret. Monsieur de Paris et monsieur de Beauvais lui attachèrent les pieds et les mains. Lacenaire demanda sa redingote bleue, puis, apercevant le directeur de la prison, il lui adressa la parole. « Ah, monsieur Becquerel, je vous salue. J'avais fait demander du papier et de l'encre. On l'a oublié. Ce sera pour demain, » ajouta-t-il avec un sourire forcé. Il se tourna alors vers M. Olivier Dufresne, inspecteur général des prisons. « Je vous remercie d'être venu me voir à mon heure. » Le mot dernier ne passa pas, soit que sa gorge se fût contractée dans un spasme, soit que la préoccupation de la mort s'y opposât. De l'attitude de Lacenaire à ce moment tragique, on possède une observation de caractère médical. Elle est due à un analyste professionnel, le docteur Lélu, chargé de la division des aliénés de Bicêtre. En voici le résumé. Quand le condamné entra dans le greffe, il était pâle, avec le nez un peu hippocratique, comme disent les médecins, c'est-à-dire serré, l'œil excavé et incertain. Lacenaire essayait de sourire et de poser agréablement sa tête, mais l'effort apparaissait de plus en plus, en même temps qu'une teinte blafarde envahissait son visage. Il eut des bâillements, des pendiculations. La nature fléchissait. L'exaltation de son esprit qui jusque-là lui avait caché la peur de la mort n'avait pu résister à l'affreuse nuit de Bicêtre. La volonté luttait encore, mais impuissante. Enfin, las de poser, cherchant dans une bouche, de plus en plus sèche, la salive qui ne s'y trouvait plus, et les mots que son cerveau avait cessé de lui fournir. Lacenaire tomba tout d'une pièce. Il s'affala dans la voiture, incapable de plastronner une seconde de plus. Il abandonna au bourreau sa guenille, et le docteur Lélu l'entendit prononcer cette abdication. Maintenant, c'est l'affaire des chevaux. Son supplice fut hideux.
La décapitation d'Avril avait disloqué quelque chose dans la guillotine, fort vieille par ailleurs, et déjà raccommodée à maintes reprises. Quand Lacenaire vint le remplacer, le couperet glissa mal dans la rainure. Plusieurs fois il s'abattit, sans descendre assez bas. Et le patient, ayant réussi au prix d'un suprême effort à tourner la tête, le regardait tomber. La veuve Chardon était bien vengée. Ainsi finit un scélérat, que la nature et l'éducation avaient paré des qualités les plus séduisantes. Avec un peu de discipline et moins de vaniteuse paresse, il eût pu réussir dans n'importe quelle carrière libérale. Or, à quoi lui avait servi sa rare intelligence? À faire sa société des Avril et des Chardon, à coucher à la nuit dans les hôtels borgnes, à manier le tire-point beaucoup plus mal que la plume, à souiller ses mains élégantes du son de 3 personnes. Et tout cela pour voler 500 francs, dont il ne profita même pas. La pétition d'un voleur à un roi, son voisin, lui eût rapporté davantage. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.